Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux mécanismes pathobiologiques. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu les différents processus et étapes de la réparation des fibres musculaires dans le cas d'une rupture fibrillaire. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la tendinopathie qui n'est pas à confondre avec la tendinite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et nous allons commencer par passer en revue quelques définitions. Alors, les tendinopathies sont des affections courantes, souvent nommées à tort tendinites. Ce sont des lésions de surcharge avec une altération des fibres de collagène présentes dans le tissu. La réparation des fibres tendineuses prend de nombreuses semaines, alors la prise en charge est déterminante surtout en termes de traitement de kinésithérapie. Alors les tendinopathies, des affections très courantes, ça on le sait, dues à la plupart du temps à une sollicitation trop intense ou trop prolongée du tendon. Ce qui va faire que les fibres tendineuses vont s'altérer, vont se désorganiser, et elles vont mettre alors des mois à retrouver leur structure d'origine. Personnellement, je fais énormément de sport, il m'arrive souvent de me blesser parce que je fais un sport explosif et très dynamique qui est le powerlifting et la calisthénie. Alors, j'ai une tendinopathie au niveau des épicondyliens latéraux qui a mis des mois à pouvoir se réparer. Néanmoins, j'ai eu une petite déchirure musculaire au niveau des ischio-jambiers et en une semaine, c'était réparé. J'avais retrouvé ma force et j'avais retrouvé mon amplitude articulaire. D'accord? L'explication, c'est que le muscle est très vascularisé en termes d'apport sanguin. Donc laissez-moi vous montrer une tendinopathie, à quoi ça ressemble. Donc les affections les plus courantes au niveau du corps sont les épaules, le coude, le poignet, peut-être le tendon d'Achille aussi de temps en temps. Et là vous pouvez voir que on est sur une vue, si je ne me trompe pas, une vue médiale, sagittale de la jambe. Ici on voit la patte doigt. Et on voit des altérations au niveau des tendons qui créent des tendinopathies. Ici, il nous parle d'inflammation du tendon, on parle de tendinopathie. Donc la différence, c'est que dans la tendinopathie, on n'a pas la présence de toutes ces cellules inflammatoires. Donc retournons sur le schéma. Où est-ce qu'on explique ça déjà? Voilà, évitons d'utiliser le terme de tendinite, je le répète, qui sous-entend une inflammation car les cellules inflammatoires sont absentes la plupart du temps et donc dans ce cas, on emploiera le terme de tendinopathie. Alors il y a deux classifications pour la tendinopathie. On va avoir une tendinopathie réactive et une tendinopathie dégénérative par rapport à un tendon qui est normal. D'accord? Dégénérative. Alors ici, j'ai mis 2 fois dégénérative. C'est une tendinopathie qu'ils appellent réactive. Donc la tendinopathie réactive, d'accord, pendant la phase aiguë de la lésion, on va avoir une accumulation de protéoglycanes, on va avoir l'absorption d'eau et un élargissement. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une tendinopathie dégénérative dans laquelle on va retrouver une dégradation du collagène, calcification, une néovascularisation et une perte de la structure. Alors au niveau du diagnostic différentiel, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une tendinopathie et pas autre chose? Voilà, ce qui différencie la tendinopathie des autres pathologies, c'est qu'on va avoir une douleur à pointe de doigt, on va avoir aussi une douleur associée à un changement dans les charges si j'ai une tendinopathie au niveau du coude, je ne sais pas, sur les fléchisseurs du poignet. Si effectivement je fais ma flexion de poignet contre l'action de la gravité, je ne vais pas avoir mal, mais si je décide de prendre une charge par exemple de 10 kg et de faire toujours la flexion du poignet, là il y a un changement de charge qui n'est pas adapté à le processus de réparation de mon tendon et dans ce cas-là, je peux avoir des douleurs. Ce qui est caractéristique de la tendinopathie, ce sont aussi des douleurs on et off, c'est-à-dire que dans la journée, vous pouvez ne pas sentir la douleur, mais lorsque vous allez faire un mouvement ou une certaine action,
vous pourriez ressentir la douleur. Voilà, c'est pas une douleur qui se répartit dans la journée de façon constante et qui module de la même façon. Alors, quels sont les facteurs de risque dans la tendinopathie? Des altérations métaboliques, on s'en doute, des dysfonctions articulaires, musculaires, des dysémétries. Ça peut arriver notamment au niveau des jambes, voilà, si on a une jambe plus haute que l'autre, etc. L'obésité, évidemment, qui plus on a un BMI élevé et plus on rajoute de poids sur les structures de notre corps. Bien sûr, les surcharges. Si je décide du jour au lendemain, sans avoir préparé mes tendons à un type de sport et que j'y vais de façon très explosive, sans échauffement, évidemment, j'ai une chance de me faire une tendinopathie et évidemment des efforts excessifs, des mouvements répétitifs et une mauvaise posture. Moi, quand je m'étais fait une tendinopathie ici, que je vous expliquais qui a duré pendant 8 mois, c'est lorsque je ne m'étais pas échauffé, j'avais fait des tractions et je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma tête, mais j'étais très motivé et je ne voulais pas écouter mon corps. Au bout d'un moment, mon corps me dit arrête les tractions et j'ai quand même voulu continuer. Le jour d'après, une grosse douleur au niveau du coude avec impotence fonctionnelle. Les facteurs de risque, on en a terminé. Alors comment limiter les risques? Faire attention au range of motion, d'accord? Chaque individu a sa propre génétique, son propre type d'entraînement, son propre passé en termes de performance physique. Pensez à bien respecter l'amplitude articulaire de tous les segments de votre corps. Faites attention également aux surfaces sur lesquelles vous travaillez, d'accord? Le matériel sportif est important, la kiné préventive également, faire attention aux bons gestes sportifs, très important, l'échauffement, comme je vous le disais, ça augmente la température totale de votre corps, ce qui va détendre les fibres de collagène. La périodisation de l'entraînement, ça c'est une stratégie à adopter pour éviter les blessures. Alors c'est quoi la périodisation de l'entraînement? Prenons le cas de mon sport par exemple, du powerlifting. Un exemple très concret qui va consister la première semaine à travailler sur des charges très lourdes avec peu de répétitions et la semaine d'après on va faire ce qu'on appelle du deload, de la périodisation, c'est-à-dire qu'on va garder le même type d'entraînement mais avec des poids plus légers pour un autre objectif, que ce soit la récupération ou pour hypertrophier d'autres fibres musculaires, etc. Et bien sûr une adaptation aux charges progressives. Si vous décidez d'aller à la salle de sport pour grossir vos biceps, évidemment, si c'est la première fois que vous allez dans une salle de sport, vous allez commencer progressivement avec des petits poids le temps que votre tendon s'habitue et ensuite vous pourrez prendre des charges un petit peu plus élevées. Alors pour terminer, je voulais vous montrer un schéma pour vous montrer comment on passe d'un tendon normal à une tendinopathie réactive jusqu'à une tendinopathie dégénérative. Vous pouvez voir donc en vert, nous avons notre tendon normal, d'accord, qui s'adapte et qui se renforce en fonction des activités. Si on a un tendon dans lequel on n'apporte que peu de contraintes, qu'on n'utilise jamais, si j'utilise toujours mon bras droit pour faire des efforts et que mon bras gauche a tendance à être inutilisé, donc il y a un manque de contraintes mécaniques sur le tendon qui va avoir tendance à se désadapter. D'accord? Dans un tendon normal, il faut lui apporter une charge appropriée pour qu'il fasse son processus toujours continuel d'adaptation et de renforcement du tendon. Mais si sur mon bras gauche, j'ai un tendon qui est désadapté avec un manque de contraintes et qu'un jour je décide de lui amener beaucoup de contraintes, ce qu'on appellera ici l'excès de contraintes, ça peut se transformer en une tendinopathie réactive. D'accord? Et si effectivement je continue dans ce non-respect, si vous voulez, des charges et de la récupération du tendon, ça peut passer vers une tendinopathie dégénérative, voire à une rupture. Alors je voudrais vous montrer un autre schéma. Alors j'avais trouvé, allez on va prendre le schéma en anglais. Bon, bah c'est bien, comme ça on passe un petit peu de temps ensemble.
Donc vous voyez, c'est exactement le même schéma. Ici, nous avons notre tendon normal, d'accord, avec un renforcement, une charge optimisée, on a une bonne adaptation, d'accord. Et si il y a peu de charge mécanique, on va avoir un tendon qui est, comment il l'appelle déjà, un tendon désadapté. Donc ce tendon désadapté avec une charge excessive, ça peut se transformer en une tendinopathie réactive. Et si j'augmente cette charge avec des facteurs individuels, ça peut se transformer en une tendinopathie dégénérative. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Au revoir les anatomistes.